everybody, merci Julienne. Fraîchement de retour de Cannes, elle m'a invitée en tant que guest speaker. Moi j'aimerais bien montrer que au-delà de l'athlète, il y a une femme, une entrepreneur, une philanthrope, une amoureuse de la vie. Dieu fait bien les choses parce que je me suis blessée en mars 2021. Dit comme ça, les gens ils vont se dire donc toi t'es bizarre, tu te blesses, tu te dis Dieu fait bien les choses. Mais Dieu sait pourquoi il fait les choses. Mon côté empathique fait que j'arrive à comprendre les gens, à voir leur potentiel. De toutes les façons, c'est beaucoup plus facile de voir le potentiel des autres que de voir le sien. Ils vont beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus subtil la façon dont ils détectent les athlètes, de personnes qui ont du potentiel mais qui n'ont pas forcément réussi à le révéler, pouvoir les emmener vers la haute performance. Nice! Hello l'équipe, comment ça va? C'est JN. Ok, on se retrouve pour la partie 2 avec Maë dans ce petit concept podcast interview Road to the Dream, édition spéciale Paris 2024, Road to Paris 2024, donc on va dire 2024, ok. Maë, comment ça va depuis? Ben oui, comment ça va depuis la dernière fois? Hello everybody, merci Julienne, ça va super bien, écoute, en pleine forme, fraîchement de retour de Cannes, donc l'énergie est là, la motivation est là, donc ça va, écoute, ça va. Magnifique, alors attends, le retour de Cannes, c'est-à-dire exactement, tu y étais à quelle occasion? On imagine un peu pourquoi, mais si tu peux nous le dire, ce sera d'autant plus intéressant. Comme vous le savez, en ce moment, il y a le Festival de Cannes. Et du coup, j'ai une amie qui a une association qui s'appelle We Belong France et qui organisait un événement durant le Festival de Cannes autour de l'inclusion et de la diversité dans le monde de cinématographique. Et c'était un événement networking où plusieurs acteurs qui sont intéressés par la cause, qui voudraient apporter du changement, notamment dans le paysage cinématographique, qui voudraient faire partie de cette vague de mouvement, voilà, pour faire avancer les choses, avancer les choses. Donc elle m'a invitée en tant que guest speaker, donc j'ai eu l'occasion de partager un petit peu mon expérience, de lui donner de la force aussi également, et de contribuer à la réussite, je pense, de cette première édition de We Cannes, qui j'espère ne sera pas la dernière. Et en même temps, j'en ai profité un peu pour découvrir l'effervescence, la folie et toutes les opportunités que la Croisette a à nous offrir. Ok, magnifique, nice, ça part déjà sur le chapeau de roue, incroyable, c'est super top. Donc félicitations déjà pour ton intervention, félicitations aussi pour ton amie. Comment elle s'appelle ton amie exactement? Elle s'appelle Yasmine. D'accord, donc shout out à Yasmine et courage pour son projet, impeccable. Si on fait aussi un petit retour en arrière, donc la dernière fois sur la partie numéro 1 avec toi, on a parlé vraiment de ton ascension au niveau sportif. Voilà, en tant que sportive de haut niveau, équipe de France, un peu surdouée, qui a remis la France sur la carte à plusieurs niveaux, entre les grands prix, entre les top 10 mondiaux sur les grosses compétitions. Oui, on écoute quand nos invités nous parlent, si autant on retient. Voilà. Après, c'est pas comme si on se connaissait pas déjà avant, mais en tout cas, voilà, c'est super top. Et ça s'est un peu fini avec une ouverture axée sur le côté justement business, entrepreneuriat, business lady. Donc ça tombe bien que tu commences par cette nouvelle-là à Cannes, parce que petit, en gros, dans les grandes lignes un peu, nous dire de quoi il s'agit. Voilà, ensuite on pourra, s'il le faut, rentrer dans le détail et un peu voilà, à chercher à comprendre un peu cet univers qui te caractérise également. Alors, on nous catégorise souvent en tant qu'athlète comme juste des athlètes, parce qu'on nous connaît pour cette partie qu'on a développée, la partie sport. Moi, j'aimerais bien montrer que, au-delà de l'athlète, il y a une femme, une entrepreneur, une philanthrope, une amoureuse de la vie. Et pendant que j'ai fait ma carrière sportive, du coup, j'ai continué mon cursus scolaire pour obtenir un master en management et marketing avec une spécialité dans le développement d'entreprise. Donc, je l'ai obtenu en juin 2021.
Et Dieu fait bien les choses, parce que je me suis blessée en mars 2021. Donc, quand dit comme ça, les gens vont se dire, donc toi, t'es bizarre, tu te blesses, tu dis Dieu fait bien les choses. Mais Dieu sait pourquoi il fait les choses. On va dire comme ça. Il sait pourquoi il fait les choses, parce que je me suis blessée en mars 2021. Il fallait que je rende mon mémoire en juin 2021. Et le sujet m'est venu lors de ma blessure et après ma blessure, parce que je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire avec le management sportif, surtout les sports amateurs, parce que pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes des sportifs amateurs parce qu'on n'a pas de salaire. Techniquement, enfin, si on veut être grammaticalement parlant très précis, quand tu n'as pas de salaire, tu n'es pas considéré comme professionnel, et la plupart des sports que vous voyez aux Jeux Olympiques sont considérés comme amateurs, sauf le foot, le basket, où eux sont professionnels, mais bon, voilà. Donc, Les bref. sports, foot, basket, handball, tennis Voilà. de table, qui sont des sports aussi pro. Exactement. Donc du coup, j'ai étudié en long, en large, en travers le management, mais d'un point de vue managérial et non plus d'un point de vue d'une athlète, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu pendant de nombreuses années. Mais là, j'avais l'occasion de l'étudier et de le comprendre en tant qu'une entrepreneuse finalement, en tant qu'une consultante marketing et management, de comprendre la structuration, de comprendre les forces et les faiblesses, de comprendre les manqués, de comprendre là où on peut vraiment apporter des améliorations. Et de ce mémoire m'est venu un peu mon projet de vie, si je peux dire. L'envie de créer, de réinventer le management sportif, de créer quelque chose qui soit vraiment basé sur les besoins des athlètes pour les porter au plus haut niveau, pour leur permettre d'atteindre d'une manière beaucoup plus fluide la sphère de haute performance et leur permettre d'y rester de manière pérenne. Parce que ça, c'est aussi quelque chose d'assez compliqué parce que les athlètes sont souvent en situation de précarité, que ce soit matérielle, financière, en structure, en ressources humaines. Il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait énormément travailler. Donc, se servir du pouvoir de l'intelligence artificielle, de manière générale de la technologie, de nos connaissances aussi personnelles et des connaissances aussi académiques du coup que j'ai pu acquérir pour pouvoir mettre tout ça au service du sport et des athlètes de haut niveau. Et donc, du coup, Wow. la vision, elle est là. Ok. Alors, a priori, je pense que tout comme dans le sport, ta vision en tant qu'entrepreneuse qui fait ses premiers steps est aussi ambitieuse. On sait également que quand on parle d'entrepreneuriat, de business, il faut répondre à un besoin et c'est par rapport à ça que justement on existe sur le marché. Toi, en gros, tu souhaites, tu désires même répondre à quel besoin exact? Le besoin sur le long terme, c'est de contribuer au bien-être de l'athlète de haut niveau, du sportif de haut niveau, tout au long de sa carrière sportive, à partir du moment où il commence jusqu'à l'après-carrière. Pas que au moment où on le détecte, jusqu'au moment où il ne fait plus de résultats et après on l'abandonne. Oui, Que tu aies des hauts, des bas, des moments de doute, des difficultés, ou que tu sois dans ta phase de transition, ou que tu aies tout simplement atteint ta haute performance à toi et que tu te dises, bon, ben voilà, j'aimerais passer à autre chose. Je veux pouvoir être là et contribuer au bien-être et au bon déroulement de la carrière d'athlète de niveau. ok. Qu'est-ce que tu entends exactement par bien-être, par bon déroulement exactement? C'est plus sur le fait de se sentir bien dans son environnement, dans son écosystème, ou alors c'est aussi dans tout ce qui est l'extra sportif, la récupération, la nutrition. Je te laisse développer pour être bien sûr qu'on comprenne bien le projet, c'est super intéressant. Ouais. En gros, en général, on se dit, t'es sportif de niveau, donc on va s'occuper de la partie sportive. Et en fait, il faut savoir que la vie, c'est pas linéaire et qu'on reste des êtres humains avant d'être des sportifs. Et il y a des aléas de la vie qui font que ça peut venir perturber notre préparation sportive. Donc, il y a la partie mentale, il y a la partie financière, il y a la partie scolaire, il y a la partie académique, la partie vie privée. Ton environnement physique, là où tu habites aussi, ça peut contribuer au fait que tu sois beaucoup plus performant ou pas. Les trajets que tu vas faire tous les jours, si tu dois tous les jours faire 5 heures de route pour aller au stade, puis à ta préparation physique, puis chez ça, c'est de la fatigue engrangée. Donc le bien-être, pour moi, c'est un tout. C'est une façon de vivre, une façon d'être. C'est comment l'athlète va être aligné par rapport à ses besoins de base.
par rapport à ses besoins pour pouvoir atteindre cette sphère de haute performance et ses besoins pour trouver un équilibre de vie. Parce que oui, on est des athlètes, mais on a aussi besoin de trouver le bon équilibre entre toute la partie athlétique, là où tu dois être assez méticuleux, tu as une vision, tu dois t'entraîner d'une certaine manière, etc. Et la partie où il faut un peu lâcher du lest, profiter un peu de la vie, parce que oui, en tant qu'athlète, on profite un peu de la vie aussi, on a le droit de sortir de temps en temps, certains boivent de temps en temps quand ils vont en soirée, il n'y a pas de mal à ça, tant que c'est contrôlé, mesuré. L'alcool est une place santé à consommer avec modération. Oui, bien évidemment. Évidemment. Et il faut avoir l'âge. Il faut avoir l'âge et à consommer avec modération. Mais c'est comme tout, en fait. Non, mais en fait, que ce soit pour les sorties, c'est à faire avec modération. Que ce soit pour les personnes qui nous entourent, savoir s'entourer aussi. Pouvoir les aider à construire un héritage. Parce qu'en tant qu'athlète, des fois, on peut être amené à gagner de fortes sommes. On n'a pas forcément les codes pour savoir comment investir, comment fructifier l'argent qu'on va gagner. Donc, quand je parle de bien-être, c'est un bien-être global et général. C'est pas genre juste le bien-être en tant qu'athlète ou le bien-être dans ta tête. C'est un tout. Ok. Wow, super intéressant, super large. Ça a l'air, on va dire, pluridisciplinaire. Comment du coup, ça s'articule. Comment tu as déjà commencé à lancer ce projet ou pas? Ou alors c'est toujours en cours? Ou alors peut-être qu'aujourd'hui on a une date précise? Je te laisse Alors. Un peu plus. J'ai un petit pull de la Banque Palatine. Et la Banque Palatine a lancé un projet qui s'appelle le Palatine Women Project. Et c'est une initiative qui a été Palatine Women Project. D'accord, Palatine Women Project. Ok, I got you. Et c'est Séverine Desbouis qui est à l'origine de cette initiative. Donc, c'est une ancienne championne de cyclisme, notamment. Et elle s'est alliée avec la Banque Palatine pour permettre à des athlètes de haut niveau de développer leur projet professionnel. Donc, il s'avère que, pour le moment, mon projet est effectivement en cours de développement parce que j'ai rejoint cette promotion, la promotion 3 de ce projet. Et j'ai accès à des ressources, c'est du mécénat de compétences en fait, et j'ai accès à des ressources incroyables, des personnes qui nous permettent de développer notre projet et de le mener à bien et de l'emmener vers de nouvelles sphères et de passer à l'action tout simplement. Donc je suis en train pour pouvoir le faire là. Ouais. Nice. Et du coup, en gros, si c'est une banque, a priori, ça parle de financement. S'il y a financement, c'est à hauteur de combien et quels sont les critères pour faire partie de ce projet? Alors, il n'y a pas de financement. Ce qu'on fait avec la Banque Palatine, c'est que oui, la Banque Palatine, c'est une banque, mais elle s'occupe déjà d'entreprises qui ont un certain capital et qui sont déjà lancées depuis un petit moment. Ils ne font pas les startups, en tout cas pas pour l'instant. Mais par contre, ce qu'ils nous mettent à la disposition, c'est leur network et c'est des ressources. Donc, c'est par le biais de mécénat de compétences. Donc, on a accès à des avocats, à des mentors aussi qui sont spécifiques à notre champ d'action. On a accès à des professionnels dans différents milieux. Par exemple, ils ont un partenariat avec Uniqlo qui nous permet de nous habiller pour que quand on aille à nos rendez-vous professionnels, we look professionals. On travaille avec EF, donc Education First, qui est une plateforme qui apprend les langues et notamment, pour eux, c'est très important que on soit fluent, je sais pas comment on peut dire en français, qu'on parle à l'aise, on va dire, pour parler dans différentes langues, ça. Exactement. Voilà. Et en fait, ils visent surtout l'anglais parce que c'est la langue internationale qui est parlée par tous les enfants, partout. Quand tu fais du business, c'est plus facile. Donc, c'est pour parfaire notre anglais. Pour moi, ça va être le parfaire et apprendre des termes un peu spécifiques. Pour d'autres, ça va être l'apprendre et le maîtriser beaucoup mieux. On a un partenariat avec My Coach Mobilité. C'est une plateforme qui te permet de gagner en clarté et en visibilité par rapport à ton projet professionnel. Donc, comme tu peux le comprendre et le voir, c'est plus du mécénat de compétences qu'un partenariat financier. Mais les ressources auxquelles on a accès, c'est juste un vivier incroyable en fait. Et pendant 9 mois, on est accompagné, encadré. Et c'est bien plus ça représente beaucoup plus qu'un accompagnement financier finalement. Ok, alors juste
petite pause parce que là en fait j'ai le pollen et tout qui est absolument affreux. Je vais éternuer une bonne fois pour toutes parce que là c'est impossible. Donc juste Vas-y, éternue bien fort. Donne tout. Un vrai voilà. Et après, on est bon. allez. Oh là là, c'est enregistré C'est bien. et on aura des backstage. Pourquoi tu te montes pas? Quoi? Pourquoi tu te montes pas? Tranquille, on éternue tous dans la vie. Oui, bien sûr, on éternue tous. Tranquillement. Waouh! Ça va, on va éviter tout. Dans tous les cas, au montage et tout, dans tous les cas, on va. Ah, on Mais, va bien tremper, mais moi, il va bien me mettre. Ouais, on connaît. Ouais, on connaît. Raconte. Ok. Du coup, ouais, c'est un mécénat de network. En gros, vous pouvez avoir accès justement à un réseau d'avocats de professionnels qui sont à même de vous aider sur ces questions. Donc c'est super intéressant. Et du coup, bon, c'est pas forcément une promotion qui a été prévue de base, mais qu'est-ce qui t'aide à faire exactement? Qu'est-ce qui t'ont aidé à mettre en place exactement depuis le début? D'ailleurs, ça a commencé quand exactement? Alors, on a fait la cérémonie un peu officielle d'annonce des promotionnaires de la saison 3, si je puis dire, de ce projet. C'était fin février, début mars. Donc, on a commencé en mars et ça va jusqu'au mois de décembre. Et tout à l'heure, tu m'as demandé comment on peut y accéder. Il faut avoir été sportif de niveau. Il faut avoir été ou être sportif de niveau, enfin sur les listes. Il faut être une femme parce que c'est un projet qui est plus porté sur les femmes, notamment parce que le directeur général, je crois, de... Ah, la petite sourire, hein. Choisis bien les mots. Ouais, non, le directeur général de la Banque Palatine, en fait, il s'est rendu compte que quand il allait dans des rendez-vous professionnels pour parler à des entrepreneurs, c'était pour la plupart, ou dans des personnes qui sont dans des hauts postes, la plupart, c'était des hommes. Et il s'est dit, ce serait bien que nous, on puisse changer un peu ça et faire en sorte qu'il y ait plus d'inclusion, notamment de femmes à des hauts postes. Donc, d'où l'initiative de ce programme, qui est, je trouve, top. Et en plus, on nous donne notre chance en tant que sportif de niveau. Donc, il faut avoir un projet et avoir été ou être sur les listes de sportifs de niveau. Voilà. Ok, nice. Et du coup, qu'est-ce que tu as pu mettre en place, on va dire, depuis ton début avec ce projet? Et est-ce que tu avais déjà des projets qui étaient déjà en place avant ça, que tu avais déjà, on va dire, travaillé, et ça a été pour toi, on va dire, juste un accélérateur? En fait, ça fait depuis 2021 finalement que je travaille dessus, mais là, j'ai gagné en clarté. On est actuellement en train de travailler sur le business plan. Si vous avez déjà fait des business plans, vous savez à quel point c'est fastidieux, fatigant et chiant, mais nécessaire. Parce que si tu vas aller chercher le financement, il n'y a pas le choix. Si tu veux te projeter, il n'y a pas le choix. Donc, on travaille sur ça. Et on a clarifié les offres, on a clarifié ce par quoi on allait commencer, comment on allait commencer. Donc ouais, là, ça s'accélère. Là, il n'y a plus de discussion, je réfléchis, on réfléchit plus, on passe à l'action. Ok, top. Et si c'est pas indiscret, quels sont les sportifs qui sont dans cette promotion 2024? Alors, que je ne dise pas de bêtises, nous avons Audrey Prieto, qui est ancienne championne du monde de lutte. On a Aude, je me rappelle, Bredel, Aude Bredel, qui a été championne en golf. Wow! Benada, qui fait du MMA. Et on a Malia Metela, que je pense ne pas avoir à présenter, mais qui est médaille olympique. Ok. En natation, évidemment. Donc, Oui. pour les plus jeunes qui ne connaissent pas forcément les générations d'avant, effectivement, qui a été des Olympiques au JO en natation, impeccable. Écoute, c'est pas mal de gens intéressants de qui tu peux t'entourer aujourd'hui. C'est super intéressant, c'est waouh, magnifique. Et qu'est-ce que du coup,
tu as pu mettre en place? Quelles sont les actualités de tes projets, de ton projet? Comment il s'appelle? Est-ce qu'on peut avoir des exclusivités ici? Dans tous les cas, je pense que quand ça va sortir, il y a des choses qui ont déjà été lancées. Donc voilà. Est-ce que je peux dire des noms? Pas encore. Parce que ça, c'est ça, un peu secret. Mais bientôt, de toutes les façons, je vais en parler sur mes réseaux. Ce que je peux dire, c'est que la première étape... Alors, pour les gens, ne vous inquiétez pas, ça va faire sens au fur et à mesure que je vais sortir les choses, même par rapport à moi, mon image de marque personnelle, par rapport à tout ce que je fais. Mais une des choses que je veux lancer très rapidement, c'est un curriculum en ligne où je vais pouvoir transmettre aux athlètes toutes les connaissances que j'ai pu acquérir par rapport à la création de contenu, la monétisation de l'image de marque, l'utilisation des réseaux sociaux pour créer sa e-notoriété, pour se créer une présence en ligne, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut monétiser, c'est quelque chose qu'on devrait monétiser. C'est effectivement comme un second taf, on va pas se mentir, parce que ça demande quand même de s'impliquer, de se filmer, de faire le montage, etc. Mais en attendant, si on peut prendre un peu le contrôle de notre carrière sportive et en bénéficier en ayant des retombées financières, ça peut être intéressant de l'exploiter. Donc, je suis en train de préparer une masterclass de 4 jours qui sera entièrement gratuite et qui sera ouverte à tous les sportifs et toutes les sportives. Et dans lequel, pendant 4 jours, ça va être intense, ça va être trop cool, j'ai trop hâte. Mais je vais leur drop toutes les connaissances que j'ai et qui pourraient les aider à au moins arriver à ce premier palier de monétisation de l'image de marque. Donc il y a ça qui va arriver, je vise début juin pour faire cette masterclass. Donc là, je l'ai dit en avant-première sur ton podcast, ça veut dire que tout le monde l'entend. S'il vous plaît. Donc ça veut dire que là, il n'y a pas le choix, là, on ne peut plus reculer. Donc voilà. Ok. Il y a ça qui se prépare. J'ai également travaillé en tant que directrice marketing sur un documentaire sportif à impact social qui s'appelle À nos champions. Et l'avant-première sera le 26 juin au CNOSF. Donc, plutôt contente. Attends, pause. Est-ce que JN Kritzner, d'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne YouTube, hein, voilà. Abonnez-vous aussi à Maë, voilà, sur ses différents réseaux. On mettra tout ça, soit sur la vidéo, soit dans la description. Abonnez-vous à fond, ok. On est entre nous, ok, voilà. Donc, est-ce que JN, ici présent, ainsi que l'équipe New Drip, on va pas venir à 100. Vous êtes combien? Parce que tu commences à dire l'équipe. Alors, déjà JN, ok, et le bras droit, le bras gauche, ok, pourront être invités à cette pour te soutenir, pour faire un suivi entre le passage sur l'interview podcast et... Écoute, il me semble que tu es sportif de haut niveau, que tu as un podcast, que tu fais partie de l'écosystème sportif. Donc je ne vois pas pourquoi on ne va pas te passer quelques places pour assister à cette avant-première, donc avec grand plaisir. Ok, c'est bon, c'est enregistré, vous avez entendu? Magnifique. on va du coup commencer à voir la suite, à se prendre peut-être un petit costard et tout pour faire honneur à Maë, ok. Préférence pour du bleu marine ou du beige blanc cassé? Un choix cornélien. Bleu marine, c'est joli. Mais blanc cassé aussi, ça peut être joli. Genre, j'ai besoin de voir les deux et là, on pourra choisir. Attends, très. Mettez la réponse dans les commentaires si jamais vous avez... Voilà. Et faut que tu te mettes une petite photo à l'écran aussi. Genre, faut qu'on choisisse. On pourra... Le monteur aura du travail. Oui. Ok. Faut qu'on choisisse. Ok, impeccable. Ok, impeccable. Donc, du coup, tu auras une première au CNOSF en juin, du coup, c'est ça? C'est ça. Bon, ça va être une avant-première, un screening privé. Donc, c'est sur invitation uniquement. Mais là, on est en train de travailler pour pouvoir rendre ce documentaire accessible à un plus large public parce qu'on parle de sujets très intéressants. On a suivi 4 athlètes
qui se prépare pour les Jeux Olympiques, karatéka français. 3 femmes, un homme. Donc, on a suivi Marie-Divine Kwame, Émilie Sombico en boxe, Marie-Divine Kwame à cyclisme sur piste, Émilie Sombico en boxe, Coralie Bro à l'escrime et Cyril Chaboun en volley assis. Donc, je pense qu'il y en a certains que vous connaissez. Que l'on salue d'ailleurs. Et on les a suivis dans leur préparation pour les Jeux de Paris. Et notre objectif, c'est déjà c'est un hommage à tous les champions. De 2, c'est de pouvoir redéfinir un peu ce qu'est un champion, une championne. Parce que dans la pensée commune, c'est vrai que un champion, c'est celui qui remporte la médaille d'or, ce qui est une des définitions d'un champion. Mais c'est aussi une personne qui se donne corps et âme au quotidien pour pouvoir apporter le meilleur à son pays. Il faut savoir que quand un athlète se bat déjà pour aller chercher une place pour les Jeux Olympiques, c'est que déjà c'est un champion ou une championne. Parce que pour pouvoir prétendre à aller chercher cette place olympique, il faut quand même faire partie des meilleurs. Donc on voudrait la conversation autour de ça et aussi mettre en lumière les différents types de précarité auxquels les athlètes de haut niveau font face dans cette recherche du Saint Graal olympique, c'est-à-dire précarité financière, matérielle, sociale. Enfin, il y a tout type de précarité. Donc voilà, entamer les conversations autour de ça, se servir de Paris 2024 pour éveiller les consciences, provoquer des changements, toujours finalement dans le but de contribuer au bien-être et à l'évolution des athlètes dans la sphère sportive. Ok, très très beau projet. Tu espères toucher combien de sportifs, on va dire, sur la première année, voire les 2-3 ans à venir? Si je peux en toucher. En vrai, je sais que On a dit business plan, donc du coup, il y a peut-être une cible à peu près définie par rapport à ça. moi, je vais en toucher 1000. 1000, hey, c'est pas mal ça, c'est pas mal du tout, c'est pas mal, ça va. En sachant que c'est pas impossible, c'est très ambitieux. C'est ambitieux pour une première année, mais c'est pas impossible. Je me dis, 1000 c'est pas mal, on commence quelque part. Et après, on va évoluer en fonction de ce qu'on peut proposer aussi, en fonction des demandes aussi, parce que moi, mon but, c'est d'avoir des feedbacks déjà après la masterclass, de comprendre un peu les attentes par rapport à ça. Et puis, on ajuste. Et puis ouais, je comprends que là, faut passer à l'action. Faut plus réfléchir, faut passer à l'action parce qu'on en a besoin et surtout parce que ça y est, c'est bon, ça fait 3 ans qu'on réfléchit là. Est-ce que tu as conscience que l'accès à l'entrepreneuriat est de plus en plus facilité, surtout en ligne aujourd'hui, et qu'il y a des personnes comme toi, voilà, qui en saisissant en fait cette ouverture est réellement en capacité de changer l'avenir, le destin de différentes personnes. Tu en es consciente ou pas? Ouais. Bien sûr, c'est pour ça que d'ailleurs je me suis lancée, parce que moi je vois le pouvoir du digital, je vois ce que ça crée, enfin, je vois les possibilités et j'ai aussi cette facilité à voir un peu, mon côté empathique fait que j'arrive à comprendre les gens et aussi à voir leur potentiel. Et de toutes les façons, c'est beaucoup plus facile de voir le potentiel des autres que de voir le sien. Et je me dis qu'en utilisant tout ça, on peut les aider à atteindre de nouvelles sphères et à les propulser de manière beaucoup plus rapide. Et si en plus on peut leur transmettre les connaissances que nous on a acquises sur le terrain, plus les connaissances académiques, ça pourra leur permettre de gagner 5, 6 ans, voire 10 ans sur le temps que nous, peut-être, on a perdu. Donc voilà, avoir la possibilité de transmettre pour que les générations futures puissent avoir un autre impact encore, de manière beaucoup plus rapide, atteindre des sphères que nous, on a mis peut-être des années à atteindre en quelques mois, quelques semaines. C'est ça aussi la beauté de l'expérience de vie, de se dire que voilà, on a vécu des choses et qu'aujourd'hui on peut transmettre, on peut aider les autres à atteindre le même niveau, même voire aller plus haut. C'est mon rêve de voir des athlètes triompher tant dans leur sport que dans la vie, que professionnellement parlant, et de se dire que le souci de l'argent au coquet, c'est plus un problème et que tout simplement ils y arrivent quoi, à tous les niveaux. Et tu imagines que on va dire dans un futur proche, par exemple grâce à un projet comme le tien, tu peux avoir
des sportifs, des sportives qui... T'es sur WhatsApp là, non? Je vois pas de quoi tu parles. Ok, j'ai vu la réponse. Ok, j'ai envoyé un petit message à Maë sur WhatsApp. En fait, c'est une vidéo sur laquelle je suis tombé récemment. On pourra en parler s'il le faut par la suite, ou alors deviner de quelle vidéo il s'agit dans les commentaires. Voilà, ça concerne le sujet actuel. Ok. Donc du coup, tu imagines que demain, il y a des sportifs, des sportives qui ne vont pas avoir besoin, ok, de galérer autant, ou alors auront les moyens financiers, puisque pour moi j'ai l'impression que le côté finance, c'est une pierre d'achoppement qui va permettre de fluidifier tout le reste. Tu me dis si je me trompe ou pas. Non, t'as raison, mais c'est pas la seule chose. Parce que je veux pas que les athlètes pensent que c'est un dû, parce que ça n'est jamais un dû. Par contre, ça doit être mérité. Et donc, il y aura un gros travail de mindset aussi qui va être fait pour qu'ils puissent gagner en autonomie, qu'ils puissent gagner en conscience aussi, qu'ils aient la pleine conscience de savoir que, ok, c'est peut-être une opportunité de ouf qui leur est offerte, que le chemin va peut-être être facilité, mais ça ne veut pas dire que tout va être mâché et fait pour eux, parce qu'on vit aussi un peu dans cette bulle dorée quand on est athlète, que une fois qu'on arrive à un certain niveau, on nous fait les choses, et quand on est cogné par la réalité et qu'il faut qu'on reprenne les rênes de notre vie, c'est en général assez chaotique. Il y a quelques petites tempêtes comme ça, tu vois, avant qu'on retombe sur nos pieds. Et le but, c'est pas ça non plus. C'est pas d'en faire des personnes dépendantes, c'est de leur faire comprendre que tu peux gagner en indépendance. Ce n'est pas un dû, qu'il faut travailler dur pour conserver un certain rythme de vie et un certain accompagnement, que si les efforts ne sont pas fournis, ces opportunités elles vont être retirées pour être données à des personnes qui ont l'ambition et la motivation de s'investir dans leur projet de vie, que ce soit sur et en dehors des terrains. Et par contre, on sera toujours là à les accompagner, même si peut-être les financements que nous, on pourra leur donner, un jour, je l'espère, ne sont pas à hauteur de ce qu'ils ont pu avoir dans le passé. On va jamais les abandonner. Par contre, on va leur faire comprendre que voilà, là, faut que tu te réveilles. Si tu fais ça, bam, ça repart. Ok. Mais en fait, tu vois ça plutôt sous forme de financement, ou alors plutôt de leur apprendre comment eux peuvent gérer leur propre argent, Un mix de tout, parce que comment tu génères ton propre argent, comment tu le fructifies et comment tu crées ton empire pour ta vie d'après. Comment aussi tu peux bénéficier d'aides, au-delà des aides qui sont déjà mises en place par l'État, l'ANS, les fédérations, etc. Donc les aider et les accompagner dans ce processus. Et pourquoi pas aussi être nous également aussi une source d'aide financière pour les athlètes qui en ont vraiment besoin pour soit jumpstart leur carrière, soit pour les aider dans un projet très spécifique. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est un très très grand projet avec une grande vision. Nice. Combien un athlète, un sportif de haut niveau a besoin mensuellement pour être vraiment à l'aise dans sa pratique sportive, sa récupération, sa nutrition, ses stages, son staff médical, ses kinés, le médecin, etc. Combien il a besoin en moyenne un sportif à ce niveau-là? Ça dépend déjà où il se trouve sur la planète, ça dépend quel sport il pratique. Alors déjà, on parle d'un sportif ou d'une sportive qui est français, qui est française et qui est en France. Okay. Après, il y a des cas particuliers de sportifs qui vont aux États-Unis, au Canada ou alors dans d'autres pays frontaliers à la France ou alors ailleurs. On a des athlètes qui vont au Kenya, par exemple, pour apprendre auprès des meilleurs demi-fondeurs de la planète, sur 5000 mètres et 1000 mètres, par exemple. Je parle d'athlétisme. Donc, pour l'instant, on parle de sportives français et françaises qui sont en France. Équipe de France, etc., mais qui ont un potentiel pour arriver à l'équipe de France. Moi, j'ai fait un sondage dans ma fédération, parce que j'ai étudié ma fédération quand j'ai fait mon mémoire. Et pour les athlètes qui étaient en France, donc on parle de danse sur glace ou de patinage individuel artistique, ça allait leurs besoins, il allait de 20 000 à 80 000. Par mois ou par an? Non, par an, non, on va pas abuser non plus. Déjà, c'est pas mal. Ah, mais c'est la question. Par an.
Donc, par mois, j'ai pas fait le calcul, mais ouais, On divise par 12, ou à peu près par 10, à peu près, à la louche. Ça va on faire dirait. entre 2000 et 8000 euros par mois, à peu près. Ah, c'est quand même un différentiel de 6000 euros entre les sportifs, quand même. Ouais. Bah, en fait, ça dépend de la façon dont les sportifs ont constitué leur équipe. Parce qu'il y en a qui vont dire j'ai besoin de 20 000 euros, mais ils ont le minimum syndical. Ils n'ont pas forcément une équipe genre complète. Mais par exemple, si je prends mon cas personnel, je sais que j'ai une. Bon, ok, moi c'est un cas un peu particulier parce que je m'entraîne aux États-Unis, mais quand même, j'ai l'équipe médicale, donc j'ai des chiros, j'ai ostéo, kiné, nutritionniste, préparateur mental. J'ai mon coach technique. J'ai mes coachs sur la partie détail artistique et travail de fond sur les programmes, etc. J'ai mon chorégraphe. J'ai la personne qui fait mes montages musicaux, la personne qui va faire mes robes. Je dois payer Ah les ouais, stages. quand même. Enfin, c'est aussi heureux. Parce que, pour rappel, hein, tu es sportif en équipe de France en patinage artistique, ok? Donc, forcément, il y a des robes, des tenues à présenter lors des différentes représentations. Ok, effectivement, faut y penser. Et après, ça, c'est la partie spécifique, mais après, tu as la partie hors glace. Donc, il y a tous les cours d'assouplissement. Des fois, je vais faire des cours de pilates, des cours de danse un peu variés parce que bah, on en a besoin. Des cours de mobilité, des cours de préparation physique parce que ça a besoin aussi. Donc, quand tu alignes un peu tout ça, finalement, ça commence à faire une certaine facture. Donc, on peut voir où est la différence. Et après, c'est parce que aussi j'ai une expérience un peu internationale, donc j'ai pu voir ce qui se faisait un peu à droite à gauche. Donc, j'ai pu voir les choses dont j'avais besoin, les choses qui me servaient, qui ne me servaient pas forcément. Il y a des intervenants aussi ponctuels qui peuvent venir, donc ça c'est pareil, il faut prendre en charge ça. Après tu prends en charge les déplacements pour les compétitions. Ouais, ça monte vite. Sur le stage, ok. Et quels sont les meilleurs mondiaux dans ta catégorie? Ils viennent d'où? Les meilleurs mondiaux. Alors chez les femmes, la championne du monde en titre, c'est une japonaise. On a D'accord. une américaine sur le podium aussi cette année, une coréenne. En quatrième, on a une Belge qui est très très forte et qui tape très très fort. Donc là, c'est assez diversifié et ouais, c'est assez divers. Juste un Ok. moment, c'était russe 1, 2, 3. Mais en patinage, en tout cas, ils sont pour l'instant bannis. Ils n'ont pas le droit de faire de compétition. Oui, effectivement, on a suivi un peu ce qui s'est passé par rapport à la Russie. Bon courage à eux. Voilà. Euh, oui, du coup, donc par rapport à ça, est-ce qu'il y a des choses en particulier dont bénéficient ces personnes qui sont dans le top 3 mondial dans ta catégorie et qu'il n'y a pas forcément dans d'autres pays ou alors en France ou alors voilà. Qu'est-ce qu'elles ont en plus, par exemple, dans leur préparation ou alors dans leur extra sportif que, on va dire, des numéros, on va dire 5, 10, 15 mondiaux n'ont pas. En vrai, top 5 à 10 mondial, je pense que c'est à peu près même pied d'égalité, mais je vois la différence entre, par exemple, la Belge. Je vois qu'elle s'entraîne dans 3 ou 4 patinoires différentes dans la saison. Donc, elle fait Enfin, dans la semaine, tu peux l'avoir dans une patinoire, l'autre patinoire. Alors que moi, je sais que personnellement, je m'entraîne dans une patinoire et that's it. Donc ça, c'est Ok. une grosse différence que je peux voir. Et c'est quelque chose qu'on pourrait accessoirement voir en France. Après, elle a quand même puisque maintenant, elle engrange quand même un peu d'argent grâce aux résultats qu'elle a eu aussi. Bien Ça lui sûr. permet d'investir dans des équipements de récupération. Elle fait des cours de pilates. Elle a un sauna à infrarouge qui est installé chez elle, je dis pas de bêtises. Donc ça, c'est des petits trucs, tu vois. On se dit, bon, c'est juste un détail, mais c'est les petits détails qui vont faire la différence. La japonaise, elle fait partie d'un système, le système japonais en patinage, c'est un système incroyable. J'ai eu l'occasion de l'étudier dans le cadre de mon mémoire. Et en fait, en 98, il y avait Midori Ito qui a fait que deuxième. Je mets bien des guillemets. Et là, le Japon s'est remis en question. Ils se sont dit qu'il y avait trop de pression pour notre patineuse, pour représenter le pays. Et en sachant qu'en patinage, tu peux avoir un maximum de 3 quotas.
Donc ils ont dit, il faut qu'on réfléchisse à comment on va changer notre système de fonctionnement pour qu'à chaque JO, on ait 3 représentants du pays. Comme ça, la charge mentale, elle est répartie sur les épaules de ces 3 athlètes. Et c'est plus Ah oui, une... carrément. Ah, c'est incroyable. Parce qu'elle était que deuxième. Et donc, en Ok. fait, après 98, ils ont pensé à ça. Et donc, ils ont tout changé. Et aujourd'hui, comment te dire que en junior comme en senior, ils raflent tout parce qu'ils ont mis en place un système de détection dès le plus jeune âge où ils voient évoluer leurs athlètes et du coup, ça leur permet d'avoir... Ça s'arrête pas. Là, au JO... Effectivement. Ouais. Pardon, excuse-moi. Vas-y. En fait, effectivement, dans les pays où il y a un système de détection dès le plus jeune âge, on voit que en général, les performances passées à l'étape, on va dire, élite, sont de plus en plus intéressantes parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple de perfer dans un domaine où tu as été formé depuis toute petite, enfin pour le coup, pour toi par exemple, plutôt que commencer, on va dire, à 15 ans, 16 ans et tout apprendre, on va dire, sur le tas. Soit tu es hyper doué et du coup, pouf, tu montes rapidement, soit en gros, tu vas avoir un niveau, on va dire, convenable, mais sans forcément aller au plus haut niveau, quoi. Oui, et surtout, leur détection, elle n'est pas basée sur... juste sur tes facilités techniques ou quoi aux caisses. Mais eux, ils vont beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus subtil la façon dont ils détectent les athlètes. Et du coup, ça permet de voir aussi les potentiels, de travailler sur les faiblesses de personnes qui ont du potentiel mais qui n'ont pas forcément réussi à le révéler pour pouvoir les emmener vers la haute performance. Et c'est là où je trouve qu'ils ont été très smart parce que du coup, tu vois une diversité d'athlètes. C'est pas des athlètes qui se ressemblent tous. Chacun a sa petite touche personnelle. Ils ont une base, par contre, technique qui est très, très forte. Une solidité mentale aussi incroyable parce qu'ils sont souvent mis en confrontation. Mais tu vois qu'il y a une très bonne entente entre les athlètes. Du même sexe, je parle. Entre toutes les filles, il y a quand même une très bonne entente. Même si elles sont en conflit direct et que voilà, c'est la bagarre pour aller chercher les places. Mais en dehors, tu vois que c'est une entente sereine, c'est une entente... positive. Il n'y a pas ces frictions qu'on peut voir dans certaines équipes où c'est en mode t'es mon ennemi sur et en dehors de la glace. Enfin, ça a été très bien pensé, très bien fait pour qu'ils soient solides mentalement et qu'ils se soutiennent peu importe les épreuves. Incroyable. Wow. Parce qu'en fait, moi, j'aime bien m'inspirer. En fait, je pense que si on veut arriver à un résultat hyper intéressant, de haut niveau d'excellence, il faut forcément s'inspirer des gens qui sont déjà excellents. Donc s'il y a un modèle qui fonctionne un peu mieux qu'un autre, ça semble cohérent de se dire, tiens, qu'est-ce que eux ils font que nous on ne fait pas afin de pouvoir l'adapter chez nous-mêmes. Et du coup, Maë Béris Maïté, est-ce que tu penses rester focalisé uniquement sur les patineuses, uniquement sur les patineurs, uniquement sur les sportifs en équipe de France? Est-ce que ça peut aller au-delà du sport de haut niveau? Est-ce que oui, non, est-ce que ça va rester uniquement sur la sphère sportive, ou alors ça peut aller, on va dire, sur d'autres sphères au-delà du sport? On va dire sur la sphère, comme on dit souvent, méta-sportif. On parle de métaverse, c'est ça, de méta-sportif, voilà. Méta-sportif. Non, Oui, ça... tu peux pas trop le réutiliser. Si jamais vous n'entendez pas, tu utilises ces termes et tout en conférence, ou alors tout ça, vous penserez à moi. Ça va marcher, ok. Non, ça ira beaucoup plus loin. Je vais pas trop en dire aujourd'hui, mais ça ira beaucoup plus loin. Et non, je m'arrête pas qu'au patinage. Non, je m'arrête pas qu'à la zone française. Parce que pour moi, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des pays, les pays dits en développement qui ont besoin de ressources comme ça, auxquelles on pourrait apporter énormément aussi. Il y a différents sports aussi qui ont besoin de visibilité, qui ont besoin de pouvoir créer leur rang de haute performance. Donc non, il n'y a pas qu'un seul sport, il n'y a pas qu'une seule discipline, il n'y a pas qu'un seul pays qu'on peut aider avec cette solution. Donc I'm a citizen of the world, so you know.
Ah, ok, ok, ok. Ça, c'est la phrase de Maë. Je suis citoyenne du monde, effectivement. Elle le dit souvent. Depuis que je la connais, elle dit qu'elle est citoyenne du monde. Effectivement, effectivement. Ok, donc du coup, tu espères pouvoir t'exporter aussi sur d'autres pays avec le même système, c'est bien ça? C'est ça. Donc ça veut dire que, littéralement, euh, ça va devenir, selon, on va dire, cette vision, une multinationale. Yes. Ok. Ça peut, alors, parce que on parle du coup business, ça peut apporter combien ça exactement? Des millions, des milliards, who knows? Des millions, des milliards. No. Ok, 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 ok. Bah écoute, super intéressant, super intéressant. Bah écoute, c'est vraiment tout ce que je peux te souhaiter. Euh, Est-ce que sur le plan business, t'as une inspiration en particulier, peut-être une femme qui t'a inspiré à, à faire ce que tu fais ou bien à aller viser hyper grand? Serena Williams. Serena Serena Williams, toujours. Ok. c'est un très bon exemple. Il y a Naomi Osaka aussi. C'est des femmes qui n'ont pas investi que dans la partie sportive, qui ont des parts dans des entreprises. Serena, elle a carrément créé un fonds qui injecte de l'argent dans des entreprises, des startups, etc., et qui essaye de les faire prospérer. Donc voilà, Naomi, elle a des parts en tant qu'entrepreneur dans plusieurs entreprises aussi. Elle a créé un média. Euh, c'est des femmes d'entreprise, enfin, c'est des businesswomen dans plusieurs domaines, que ce soit on the court and off the court. Et c'est ça que j'apprécie énormément. C'est des mères aussi. Bon, moi, je ne suis pas mère, hein, mais je trouve que c'est exceptionnel de pouvoir mener de front à la fois le fait d'être une femme, déjà, une mère, une athlète, et en plus de se diversifier et d'entrer dans le monde de l'entrepreneuriat. Et it's quiet, but it's loud at the same time. Genre, Ok, en fait, mais les moves qu'elles font, ils sont très, très remplis de sens et ils sont très forts. Là, la dernière chose que Serena elle a sortie, c'est Win, sa marque de cosmétiques. ah, c'est pas mal ça. Ah, c'est pas mal ça. Je savais pas. Je savais pas. Win. Incroyable. Ok. W-Y-N. D'accord. Ok. De Serena Williams. Magnifique. Ça me rappelle un peu, alors, toute proportion gardée, évidemment, ça me rappelle un peu l'évolution du clan Kardashian. Ok. Qui ont commencé, toute proportion gardée. Voilà. Ok. Dans les commentaires, on reste calme. Ok. Mais littéralement, à partir d'une base qui c'est qu'on connaît, elles ont réussi à sortir, on va dire, différentes marques, soit de cosmétiques, soit de vêtements, en fait, à exporter en fait leur potentiel financier sur des choses, des actifs qui sont décorrélés de leur image. Par exemple, quand on voit, bon, Kylie Cosmetics, quelque part, c'est un peu associé à son image, mais derrière, tu as derrière la marque de Kim qui s'appelle Skims, ok, qui n'a absolument rien à voir avec l'image de Kim Kardashian sur tout ce qui est communication, tout ce qui est distribution, etc. Au contraire des autres projets qu'elle a pu lancer auparavant, c'est vraiment lié à son image, ok. Là, concrètement, elle arrive à se dissocier des produits qui sont proposés afin qu'elle soit présente ou pas, peu importe que son nom soit en tendance ou pas, mais en fait, les produits se vendent. Et ça, c'est incroyable. Et Skims, j'ai envie de dire, j'ai jamais essayé, mais j'ai pu voir des personnes qui ont essayé, qui ont fait des comparatifs, etc. On peut dire ce qu'on veut, mais pour une fois, je trouve que en tout cas, ça a l'air d'être un produit où elle a mis beaucoup de soins dans la conception. Ça a l'air d'être un produit de qualité. Parce que quand tu regardes les comparaisons, les gens ils disent I hate to say this, but the quality of the skin is good. Donc elle a vraiment. Et au niveau du marketing, je trouve que ça a été très ingénieux de se servir de son star power, entre guillemets, et d'utiliser l'image de marque de beaucoup de ses amis et co-stars pour promouvoir Skims. Négocier un partenariat avec la WNBA, c'est juste
out of this world. Donc ouais, elle a fait des moves qui sont très stratégiques et qui payent aujourd'hui. Donc et c'est, comme tu l'as dit, une marque qui est détachée beaucoup plus de son son image personnelle. C'est un branding. Par rapport à des émissions qu'ils peuvent faire de télé-réalité, ou s'ils sont pas là, ben, ça n'a pas de sens, ou par rapport à d'autres choses qu'ils ont pu lancer. Donc ouais, effectivement. Est-ce que Maë, tu aimerais toi aussi inspirer d'autres personnes, d'autres jeunes femmes, mais aussi des personnes en général, en devenant une référence dans le sport et dans le business sur du long terme? Bien sûr, c'est mon objectif. C'est mon objectif de me dire si je peux toucher la vie d'une personne en leur montrant mon parcours et en montrant les hauts et les bas par lesquels je suis passée, en montrant que bah voilà, c'est possible, avec grand plaisir. Et c'est Dieu qui donne de toutes les façons. Il m'a beaucoup donné en termes d'inspiration, de vision. Moi, je ne suis qu'un disciple finalement. Et j'utilise les dons qu'il m'a donnés pour mener à bien cette mission qui m'a été confiée. Et j'espère que sur le chemin de cette mission, j'arriverai à toucher des vies de jeunes filles, de jeunes garçons, de personnes même plus âgées, pourquoi pas, de tout âge, de tout horizon. Et de dire if I can, you can. Et juste crois en toi. Faut que tu saches saisir les opportunités, que tu aies une vision bien précise et que tu t'y accroches. Ça va pas être facile, mais que c'est possible. Et passe à l'action. Arrête de réfléchir, passe à l'action. Waouh, incroyable. Passe à l'action. Arrête de réfléchir, passe à l'action. If I can, you can. Si je peux le faire, tu peux le faire aussi. Impeccable. Donc franchement, j'ai envie de dire que ça ressemble à un très beau message de conclusion. Ok, j'ai pas envie d'aller plus loin parce que là concrètement, je pense que on a fait un tour assez intéressant. Forcément, il y a des choses à dire encore. On peut encore échanger, voire commencer à débattre s'il le faut, de façon illimitée, hein, voilà, pendant des heures et des heures. Mais voilà, je trouve que ce message-là, il est absolument magnifique. On va rester sur ça. Mettez des flammes pour Maë dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne YouTube JN Critique Noire. Abonnez-vous également à Maë, ok, déjà sur sur Instagram, voilà, sur ces différents réseaux. Et je pense que vu les gens qu'on reçoit sur ce concept, il y a peut-être des investisseurs, il y a peut-être des gens qui sont dans les finances, qui veulent profiter comment dire, des résultats de nos invités, de leur prestance, de leur visibilité, de ce qu'ils ont, enfin, de ce qu'ils représentent. Donc, s'il le faut, vous pourrez contacter à peu près tout le monde en regardant ce qui est dans la description. Voilà, on va s'amuser si on peut faire des trucs de fou juste en disant des petits mots, en enregistrant ceci et en partageant sur YouTube. Eh bien, écoutez, on va continuer à le faire. Ça marche. En tout cas, Maë, merci beaucoup pour ta présence, ok, pour ton intervention, invité de marque. Ok, si tu es la première avec un fait l'épisode 2, voilà. Je te laisse faire un petit coucou, un petit au revoir à nos chers amis. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et ou regardés. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci et à très bientôt. Bye. Bye, c'était JN et Maë pour vous servir tout le dream. Oops.